Bonjour à tous, du coup je vous retrouve dans cette nouvelle catégorie de vidéos où je vais recevoir des personnes d'horizons différents pour apprendre un petit peu de leur parcours de vie, leur parcours professionnel aussi. Et du coup pour ce premier échange, je reçois Alain Darescala. Donc c'est un joueur de poker professionnel et je trouve que tu es le seul joueur à avoir réussi à te qualifier 2 fois à la Top Shark Academy. Ça c'est une performance extraordinaire. C'était quoi ton secret? Beaucoup de chance déjà en premier parce qu'il en faut. Donc, je suis conscient que j'ai eu beaucoup de chance pour y arriver. Et puis, clairement, la première fois, c'était un énorme coup de chance. Bon, j'avais quand même beaucoup de détermination. Et puis, la deuxième fois, c'était aussi beaucoup de chance, mais déjà plus de préparation et d'organisation et de volonté, quoi. Ouais. J'avais vu que tu avais donné des petits tips cette année pour essayer de se qualifier. Donc ça, c'est Mhm. cool. Tu te considères du coup maintenant comme un expert de la Top Chart? Disons que je comprends bien les petits trucs, les petits détails, les bons trucs à faire, sur quoi se concentrer. Donc, ouais, genre, j'ai un peu les combines, on va dire, entre guillemets. Tu es le seul à avoir réussi cet exploit. À gagner deux fois, ouais, ouais, déjà gagner une fois, c'est galère. Gagner deux fois, il n'y a pas beaucoup de probabilité, quoi. Alors, j'aimerais que tu me racontes un petit peu à quelle période de ta vie tu as commencé à jouer et comment c'est arrivé en fait, comment c'est arrivé dans ta vie. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un des trucs que je préférais faire dans ma vie, c'était jouer aux cartes déjà. Même avant de connaître le poker, genre dès que on ne savait pas quoi faire, j'adorais jouer à la belote et au tarot, à la coinche et au tarot. C'était une de mes activités vraiment préférées. Et j'ai appris les règles du poker fermé, donc le five card draw. J'ai dû apprendre vers 5 6 ans, quoi. Les combinaisons, je les Ah oui, connaissais très tôt. J'ai toujours été passionné de tous les jeux de cartes. Et j'habitais au Canada à cette époque-là, et puis je m'étais fait un petit groupe d'amis déjà pour jouer à la coinche. On se retrouvait pour jouer à la coinche le vendredi soir ou quoi. Et à un moment donné, donc un de mes meilleurs potes, il m'envoie une application Facebook pour jouer en play money, en argent fictif. Et donc, j'ai pas mal squatté l'application. Déjà, je jouais, déjà, ça me procurait des émotions. Puis j'avais mis ça, puis en même temps, je voyais que ça passait à la télé, mais je voyais ça d'un œil distrait. Genre à ce moment-là, je faisais mes études, donc j'étais concentré sur mes études, ouais. et je voyais ça d'un œil distrait. Et puis à un moment donné, j'avais pas de cours pendant 4 mois. J'étais censé être en stage, donc là j'avais un peu plus de temps. Et, euh, et donc j'avais commencé à me lancer un petit peu, à déposer un peu d'argent sur les sites online. Et puis avec lui, à un moment donné, on s'est dit qu'il y avait moyen de gagner de l'argent avec ça. Donc petit à petit, on s'y est mis de plus en plus. Donc tu as C'était commencé. ça à peu près. Ouais, et donc du coup, à mettre vraiment de l'argent, ta première partie, c'était online? Et ben en fait, non, moi c'était live mes premières D'accord. parties. Et tu peux nous raconter Ouais. ta toute première partie? En fait, une de mes toutes premières parties, j'étais allé en week-end à Las Vegas, parce que j'ai habité au Canada, donc vers Montréal à l'époque. Et donc, il y avait des week-ends, enfin, pour aller à Las Vegas un week-end, c'était pas trop cher, il y avait des promos et tout. Donc, j'étais parti là-bas un week-end. Trop Et chouette. puis, ouais, mais c'était pas du tout pour le poker, c'était vraiment un voyage, quoi. Ouais. Et là, il y avait un petit tournoi régulier. Et en plus, déjà, à l'époque, quel hôtel j'avais choisi? Le Rio. Genre, je savais Oh, même pas, mais je dormais au Rio, quoi. Et coïncidence. ouais, coïncidence. Et il y avait un tournoi régulier donc, qui commençait l'après-midi vers 2 heures, un petit tournoi à 50 dollars ou 60 dollars. Et donc, je me suis inscrit dans ce tournoi et on était peut-être une trentaine, une quarantaine, et j'ai gagné direct. Waouh. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est facile ce jeu et tout. Je sais pas, j'avais gagné pas grand-chose. Hein. Je sais plus, 300, 400 dollars, je sais plus.
Et j'ai dit, bon, bah, c'est bien ce jeu, c'est facile, tu vois. Si tu joues 5 heures, tu prends 300-400 balles. J'avoue, ouais, c'est Donc, fou. Mm. Et ouais, du coup, c'était un peu ça, c'était ma première partie. ça me fait penser, quand tu dis ça, voilà, c'était ta première partie et tout, et souvent, on entend la chance du débutant, c'est la chance du débutant, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette expression, c'est la Bah, chance du débutant? en fait, moi, je pense que c'est vrai, mais on le voit du mauvais côté. C'est que je pense, moi, perso, que une grosse partie de ceux qui deviennent pros, ils ont run good au début. Parce que si tu t'es pas chanceux dès le début, tu fais que perdre, que perdre, que perdre, bah, tu dis, bah, c'est nul ce jeu, je perds mon argent. Mais si au début tu run good et tu as un peu de chance, tu dis, et bah, du coup, tu es piqué. Donc, moi, ma théorie, c'est que la chance du débutant, en fait, ça existe pas. Mais disons, ceux qui ont été chanceux au début, c'est ceux qui sont plus enclins, peut-être par la suite, à continuer dans cette voie, quoi. C'est ma théorie sur le sujet, Ouais. elle vaut ce qu'elle vaut. Ouais, non, mais c'est intéressant. Moi, quand je pense à la chance du débutant, en fait, je me dis que la personne, elle est galvanisée, en fait, par quelque chose de nouveau. Elle est galvanisée par ses émotions et je pense que c'est ça, tu vois, qui fait aussi la réussite. Moi, ma théorie, c'est que la personne, elle est vraiment galvanisée, tu vois. Quand Mhm. on entend souvent ces histoires de quelqu'un qui s'est qualifié pour très peu cher, par exemple, sur Winamax pour un tournoi en live et qui va gagner le tournoi. Il est parti Ouais. peut-être de 5 euros, il a grappillé les stades et tout, il est qualifié pour un tournoi très très cher, admettons 1500 euros, et il gagne le tournoi. Et je pense en fait, voilà, Mhm. il est. Bon, peut-être que techniquement il est bon, mais souvent c'est aussi des débutants ou des amateurs, c'est des histoires qui arrivent vraiment. Et ouais, je pense qu'ils sont vraiment galvanisés par toutes ces émotions, tu vois, et puis peut-être même sans peur, tu vois, ils avancent comme ça, sans peur et juste avec. Ouais, clairement, le fait de ne pas ressentir la peur, ça peut être clairement une qualité. Mm, C'est pour ça qu'on voit que quelquefois, les joueurs très jeunes, ils réussissent bien parce qu'ils n'ont pas la notion de l'argent. Du coup, ils n'ont pas peur de prendre un risque. Et puis, aux limites, Texas Hold'em, bah, le fait de prendre des risques et de ne pas avoir peur de bluffer, clairement, dans un tournoi, ça peut te donner un avantage, quoi, clairement. ça peut te donner des ailes, ouais. Mm. Donc moi, je pense que la chance du débutant, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as des ailes derrière toi et t'es poussé, quoi. T'es poussé par quelque chose. Et Mhm. du coup, donc là, tu nous as parlé un petit peu de comment c'est venu et à quel moment tu t'es dit, je vais devenir joueur professionnel. Et ben, après, quand on a commencé, et c'est la même chose, enfin, parce que une fois que j'avais joué quelques petites parties en live, etc., et là, mon pote Yacine, justement, avec qui j'ai commencé, il a pris 200 $, il a déposé 200 $ sur, à l'époque, c'était sur Full Tilt, et il est allé s'asseoir direct en NL 600, donc en 3-6. La folie Et des au bout de, grandeurs. quel- Ouais. Et au bout de quelques mains, en fait, il a gagné un pot avec deux as, il a gagné un pot à 1000 $. Et donc là, il a arrêté et il a retiré l'argent. Et Mm. donc, pareil, donc moi, je gagne direct mon premier tournoi à Las Vegas. Lui, il dépose 200 $, il cash out 1000 $. 1000 $, c'était beaucoup à l'époque quand on était étudiant. Nous, surtout dans la ville où j'habitais, Sherbrooke, là, le coût de la vie n'était pas très cher. Donc, 1000 $, ça représentait beaucoup d'argent. Et donc, pareil, au début, on se dit, bah, t'imagines, hein, genre en 20 minutes, on peut se faire 1000 $ et tout. C'est quasiment ce qu'on gagne en travaillant un mois, quoi. Et donc, là, direct, en fait, on s'est dit, bah, vas-y, on va devenir pro on va devenir pro. Donc, dès le départ, en fait, au tout début, on a eu un peu, ouais, comme tu dis, la folie des grandeurs. Et dès le départ, je me suis dit, il faut qu'on soit pro de ce jeu-là. Ça a pris quelques années après, mais genre peut-être 2 semaines après qu'on ait vraiment décidé de s'y mettre, déjà, c'était dans un coin de notre tête de devenir pro. Tu y as toujours cru? Ouais, ouais, toujours. Dès le départ, en fait. Dès le départ, c'était mon objectif, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta journée type? On en parlait tout à l'heure en off, tu m'expliquais un petit peu comment ça se passait pour toi au niveau de ta vie, des sessions, que tu es un petit peu en décalé et tout. Et donc, une journée Mhm. type, pour toi, c'est quoi?
Et ben là, en fait, j'étais parti au Cambodge pour 3 mois au début de l'année. Donc, j'étais censé partir en mars. Et donc, tout le monde sait ce qui s'est passé vers le mois de mars, l'épidémie. J'ai donc tous les tournois live annulés. Et du coup, enfin, compliqué de voyager. Donc, en fait, je suis entre guillemets bloqué là-bas, quoi, si on veut. Et donc, eh bien, avec le décalage horaire, ce qui fait que je suis obligé d'être tout à l'envers. Donc, je me réveille vers 21h30, 22h, heure locale, quoi. Mm. Je fais ma morning routine qui est le soir, du coup. Et puis bah, après, j'attaque ma journée donc, en fonction de si je joue ou si je travaille, je m'entraîne. Mais l'important, en fait, avec ce rythme décalé, c'est qu'il faut vraiment se coucher et se réveiller à la même heure. Mm. Sinon t'es foutu, quoi. Ouais. Et comment tu organises ton travail, par exemple ton travail technique, tes sessions online, les jours où tu vas être off, et tu me parles de tes morning routines, comment tu réussis à t'organiser toi dans ta vie professionnelle comme ça? Ben, là, en fait, je suis dans un centre, entre guillemets, avec d'autres grinders, en fait. Donc, on a un hôtel on habite dans un hôtel qui est privatisé pour nous. Et donc, j'habite avec 10 autres joueurs online pro. Et donc, c'est assez facile parce qu'on est organisé entre nous. En plus, on n'a que ça à penser vu que on a cuisinier, femme de ménage. Donc, j'ai que Mm. ça à faire en fait du poker. J'ai pas à m'occuper des tâches ménagères ou faire les courses, les trucs du quotidien, quoi. Et bah, donc, on a un planning tous ensemble qui est organisé. Si par exemple, on sait que le mardi, de telle heure à telle heure, on va travailler le calcul de cote. Donc, voilà, c'est organisé. Disons que j'ai la chance que ça soit déjà organisé pour tout le monde, quoi. D'accord, J'ai ouais. pas à réfléchir beaucoup sur la planification. D'accord. Donc du coup, l'émulation de groupe fait que ça t'aide à t'organiser. C'est ça, c'est que enfin, le planning est organisé pour tout le monde, en fait. Ouais. Et pour ce qui te concerne, toi personnellement, par exemple, ta morning routine, à quel moment tu as réussi à établir ce qu'il te fallait pour être dans un bon état d'esprit? Eh ben, ça date justement un peu du début de l'année, là, justement, où là, comme j'avais moins de déplacements sur le live et tout, j'avais plus de temps pour établir, pour me préparer à la maison, entre guillemets, pour voir ce qui me convient, quoi, pour tester des choses, etc. Hmm. C'est quoi tes rituels à toi? Et ben moi, ce que je fais, c'est je fais 5 minutes Je fais d'abord ma morning routine, elle dure entre 30 minutes et 1 heure, disons. Et je commence par un peu de gratitude, ensuite méditation, ensuite affirmation positive, ensuite visualisation, un peu de lecture, un peu d'écriture et un peu d'activité physique. Ok. Voilà, c'est ça ma routine. D'accord, donc c'est vraiment inspiré du Miracle Morning. Du coup, Miracle Morning. ouais, si les gens veulent s'inspirer de ta routine, on peut leur conseiller de lire le livre Miracle Morning. Clairement. En C'est à fait, peu près je ça. connais. Ouais, ben c'est ça. C'est clairement le Miracle Morning. Euh, En fait, je connaissais pas du tout. Puis il y avait certains amis à moi ici au centre qui le faisaient Mhm. et donc qui nous ont fait une mini conférence sur le sujet pour nous expliquer. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des choses, je le faisais mais sans savoir, en fait. Et ça m'a permis de le structurer pour m'assurer de le faire au quotidien et de le faire dans le bon ordre et de mettre un nom en fait sur ce que je faisais. Mm, mm, Mais mm. c'est pour ça que c'était peut-être d'un côté, dans un sens, ce qui expliquait le fait que, enfin, disons, j'avais identifié que le côté mental, c'était un petit peu ma force, mais je ne savais pas trop pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui expliquait peut-être ça, c'est que je faisais des choses qui sont utiles pour le mental, mais sans le savoir. Ouais. Mm. Donc là, maintenant, j'arrive à mettre des mots dessus et enfin, disons, j'arrive à plus
le voir pour ce que c'est et de savoir où apporter les améliorations, etc. Et en quoi tu as établi que le mental, toi, c'était vraiment ta force? Bah, c'est que je voyais que, disons, c'était en me comparant un peu aux autres, je voyais que moi, j'étais moins affecté par les bad beats, j'étais moins affecté par la variance, et j'arrivais plus à garder mon calme. Et puis aussi, moi, je suis galvanisé par l'enjeu. Là où certaines personnes sont un peu paralysées par l'enjeu ou la pression, la compétition, moi, ça augmente mon niveau de jeu. Plus il y a d'enjeux, plus il y a de pression et plus je performe convenablement. Est-ce que tu peux peut-être nous parler des difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours de joueur? Ouais, clairement. Ben, la difficulté numéro un, pour moi, c'était le bankroll management au Ouais. début. C'est-à-dire que j'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Comme justement, j'ai eu la chance ou la malchance au final de run good au début, Mm. et ben, je pensais que c'était facile et j'étais parti pour la gloire, quoi. Et donc, j'ai joué pendant les premières années, j'ai joué beaucoup trop cher pour ma banqueroute. Donc ça, c'était ma principale difficulté. Après, ensuite, là, maintenant, on va dire que le mental, c'est devenu une de mes forces, mais ce n'était pas forcément le cas au début. Mm. Au début, c'est devenu aussi avec le temps et en apprenant de mes erreurs. Parce qu'au début, je tiltais beaucoup, j'étais assez nerveux, je pouvais m'énerver clairement. Ça m'est arrivé d'insulter des gens dans le chat, même en live, ça m'est arrivé de m'embrouiller avec des gens à table. Donc, disons, ça n'a pas toujours été le cas que j'avais un bon mental, quoi. Et justement, tu les as surmontées comment ces difficultés par rapport au bankroll management et par rapport à la gestion de tes émotions? Alors, le bankroll management, en fait, c'est grâce au premier joueur qui m'a coaché. Ouais. En fait, donc, je travaillais avec mon pote au début avec qui j'ai commencé, Yacine, et mon autre pote, Marwan, avec qui on avait lancé la Team for Deadlight, genre notre groupe de grinders. Et je connaissais personne d'autre dans le milieu. C'est-à-dire que quand on travaillait, on essayait de comprendre, c'est uniquement avec eux. Et donc, on ne connaissait pas forcément les ressources qu'il y avait. On essayait d'aller fouiner un peu partout, à droite, à gauche, ce qu'il y avait sur les forums. Puis on essayait de réfléchir. Des fois, on se rejoignait, puis juste on réfléchissait. On faisait fonctionner nos cerveaux, quoi. Mais sauf que de nous trois, il y avait personne qui avait vraiment compris le bankroll management. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, les gars, là, on est en train de stagner. Il faut qu'on se mette en contact avec des joueurs qui sont meilleurs que nous pour qu'on progresse. Donc là, à la salle du coin, le playground à Montréal, j'ai posé la question à un gars, j'ai dit, est-ce que tu connais un top joueur et tout qui voudrait nous coacher? Je cherche quelqu'un qui me coach. Et en même temps, on n'avait pas un trop gros budget, donc je disais, ouais, quelqu'un qui ne va pas prendre trop cher. Et il m'a dit, ouais, je connais un gars. Il était Supernova Elite à l'époque sur le .com. C'était un programme de récompense pour avoir du rec pack. Les plus vieux, ils s'en souviendront peut-être. Donc lui, il a été Supernova Elite. Et il nous a un peu pris sous son aile et il nous a expliqué quelques concepts. Et grâce à lui, en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire le bankroll management. Parce qu'il me dit, regarde, tu as combien d'argent à mettre dans le poker? Il dit, et ben voilà, genre, ce qu'on va faire maintenant, on va se concentrer sur un seul format. C'est là aussi où il nous a fait commencer à jouer uniquement en tournoi, en MTT. Parce qu'avant, je jouais ce jour-là, bon, allez, je vais jouer en cash game. Après, je vais jouer en sit and go. Tiens, après, vas-y, je vais faire 2-3 heads up. Ah, vas-y, il y a un tournoi qui commence, machin. Ah, il y a du. Donc, je jouais tous les formats aléatoirement, n'importe comment, quoi. Et donc là, il nous a dit non, regarde, ce qu'il faut que vous fassiez déjà, vous allez vous concentrer à jouer que en tournoi. Je pense que ça va être là où vous allez être le plus performant et c'est là où ça va être le plus possible de monter votre bankroll. Et voilà, tu as combien d'argent à investir, tu déposes et tu ne le touches plus. C'est-à-dire que tu ne le retires pas, tu ne déposes plus, tu ne retires plus. Tu gardes ce capital et
tu lances des tournois à tel montant maximum. Et donc ça, c'est grâce à lui que j'ai compris le management. Et puis pour ce qui est du mental, du tilt et de la façon d'envisager le jeu, en fait, quand j'ai vraiment compris, c'est la première année où j'ai gagné Top Shark et où j'étais en contact avec tous les bons joueurs donc de la Team Honda, que j'ai connu des vrais joueurs pros. Et en fait, je me suis servi de cette année pour observer. J'ai dit, donc je me suis dit, pendant toute l'année, je vais observer au maximum et je vais essayer de trouver quelle est la constante chez tous les joueurs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'eux, ils sont pros et les autres non. Et la seule constante que j'ai réussi à trouver, enfin pas la seule, mais la plus importante pour moi, c'était la façon d'envisager les choses, de rester positif et de ne pas raconter les bad beats, de se concentrer que sur ce qu'on peut contrôler, etc. Donc c'était le côté un petit peu positif et le côté, la façon de voir le jeu. Et du coup, j'ai observé tout ça et j'ai essayé de faire pareil. Et donc, j'ai réfléchi en fait, j'ai fait de l'introspection aussi. Et je me suis dit, ah, ok, moi j'y vais, tu vois, je vais voir mes potes et je les appelle pour me plaindre, quoi. Ah, voilà, j'ai encore perdu et je suis le plus malchanceux de la Terre, etc., etc. Et je voyais que eux, les joueurs pros, jamais ils faisaient ça. Et donc, je me suis dit, bah, s'ils ne font pas certaines choses et qu'ils en font d'autres, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc, je me suis dit, je vais faire pareil que les bons joueurs. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je sais qu'il y a quelque chose, il y a des questions que j'aime bien poser à mes coachés, c'est est-ce que tu connais un joueur qui arrive à faire ça? Par exemple, quelqu'un soit qui a un objectif, ou soit quelqu'un qui lutte sur quelque chose. Et je lui demande, est-ce que tu connais quelqu'un, un joueur connu ou un joueur que toi tu connais, qui arrive à faire ceci? Et donc, quel est le talent que tu pourrais copier, entre guillemets, tu vois? Quel est le talent qu'il a que tu pourrais t'inculquer à toi, tu vois? Et ouais, ce que tu racontes, c'est typique aussi. On fonctionne beaucoup, nous les êtres humains, on fonctionne beaucoup en miroir. Donc ouais, je comprends bien que quand tu as intégré le team et que tu as commencé vraiment à les observer, bah, y a une sorte de miroir qui se fait, tu vois. Tu as envie t'as envie de retrouver chez eux ce que tu pourrais avoir chez toi. Donc ouais, je vois bien le truc, c'est hyper intéressant. Et du coup, donc là, tu m'as parlé de tes difficultés, que du coup, celles-ci, tu les as déjà surmontées. Et aujourd'hui, là, on est 2 janvier 2021. Sur quels aspects de ta vie tu aimerais bien travailler aujourd'hui? Et ben, de toute façon, c'est même le fait disons, j'identifie le côté mental comme étant plutôt une force chez moi, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le travailler. Donc, je continue à travailler. J'ai un coach mental. Et sinon, c'est aussi le côté technique. Le côté technique du poker qui est jamais fini, quoi. On peut toujours travailler la technique. Et surtout maintenant, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, les solvers, les outils qui t'aident à calculer les probabilités, les équités, tout ça. Donc, on a énormément de ressources que je n'avais pas au début, en fait, et où j'étais assez frustré, justement. J'ai connu le temps où j'étais frustré. Je voulais travailler mon poker, mais je ne savais pas comment faire. Donc là, maintenant, j'ai déjà beaucoup plus de pistes. Et donc, le côté technique n'est jamais fini, quoi. Tant que le jeu est à information incomplète, donc avant d'arriver à le solver complètement, on en est encore loin. Donc, côté technique et puis côté mental et côté hygiène de vie, il y a tous les aspects. Même s'ils sont déjà pas mal, on peut toujours les améliorer. Donc pour toi, c'est indispensable de travailler et sur la technique, et sur le mental, et sur son hygiène de vie au quotidien? Ah bah oui, tout le temps. Tout le temps. Et puis les petites victoires ne sont jamais gagnées. C'est-à-dire qu'on connaît, hein, je veux dire, tu dis, OK, justement, là, c'est le début d'année, on prend des résolutions. Tu dis, bon, cette année, je vais bien manger. Et puis, ça y est, le 6 janvier, 7 janvier, c'est mort, c'est pas tenu. Et en fait, c'est ça aussi un des trucs, enfin, une des choses sur lesquelles je me suis concentré, où j'ai remarqué que les joueurs de poker ont beaucoup de problèmes, et pas juste les joueurs de poker, mais les gens en général, c'est les gens, ils parlent beaucoup, mais ils font rien. Et donc, je me suis dit,
il faut agir maintenant. Arrête, je me suis dit moi-même, arrête de parler et juste fais. Arrête de dire je vais faire ceci, je vais faire cela et ensuite tu ne fais rien. Donc, c'est juste agir, faire un truc. Tu veux des changements, tu veux de l'amélioration, il faut faire des choses différemment. Comme il y a des joueurs des joueurs de poker, ça fait 10 ans qu'ils stagnent, ils sont au même endroit. Et pareil, ils se plaignent qu'ils ne progressent pas, ils whinent, etc. Mais ils ne changent rien à leur quotidien. Tu sais, c'est comme l'exemple typique, c'est quelqu'un qui veut faire un régime, qui veut perdre du poids. Tu dis, bon, bah, ok, si tu veux faire un régime, il va falloir arrêter de boire du soda, il va falloir arrêter de manger de la junk food. Ah ouais, mais non, j'ai pas envie. Genre, ils veulent que faire un régime, mais par l'opération du Ouais. Saint-Esprit, que ça marche comme ça magiquement. Non, Mais ça il ça faut me que plaît ce que tu tu changes dis. de truc. Il y a une phrase il y a une phrase qui est pas mal, c'est si tu demandes à la vie de changer, elle va te demander de changer en retour. Ben voilà, Tu vois, exactement. et donc si effectivement, et quand tu dis aussi, tu te disais, je fais des trucs, mais en fait je les fais pas, et qu'à un moment donné tu t'es rendu compte qu'il fallait juste que tu agisses. C'est super que tu aies eu ce déclic toi-même. Et voilà, pour donner un petit conseil aux personnes qui vont regarder cette vidéo, quand vous dites quelque chose, soit dans votre dialogue intérieur, soit que vous le dites à quelqu'un, par exemple, justement, je vais avoir une alimentation saine pendant tout le mois de février ou toute l'année. Quand vous le dites et que vous ne le faites pas, vous envoyez un message à votre inconscient comme quoi vous dites des choses, mais que vous ne les faites pas. Donc, du coup, que vous ne tenez pas vos propres engagements envers vous-même. Et du coup, ça devient une habitude. Donc, vous allez répéter tout le temps les mêmes schémas. À chaque fois que vous allez dire des choses, votre inconscient, il va prendre l'habitude de ne pas les faire parce que vous dites des choses, mais vous ne les faites pas. Tu vois? Exactement. Donc, il faut vraiment comprendre, Et, avoir ce déclic et se mettre dans l'action. et pour moi, quelque chose qui marche très bien, c'est les choses que je veux vraiment faire ou que je veux changer, je les écris. Et quand tu écris quelque chose, plutôt que juste des paroles en l'air, tu te commites un petit peu, Ouais. c'est inscrit quelque part. Mm. Et j'ai remarqué, moi, que quand j'écrivais ce que je voulais atteindre, mes objectifs ou ce que je voulais changer, ça avait beaucoup plus de chances de fonctionner quand Ouais. c'était écrit, couché sur papier. Parce que ton subconscient est très littéral. Il a besoin de voir, soit de dessiner, soit d'écrire sur du papier. Et ça fonctionne, effectivement, comme tu dis, beaucoup plus parce que ton inconscient imprime. Et c'est pour ça. Ouais. L'inconscient est très littéral. Il enregistre beaucoup plus tout ce qui est écrit. Enfin, du moins que toi, tu écris. Tu vois, quand tu fais l'acte d'écrire quelque chose. Et ouais, moi, je le conseille à tout le monde, hein, d'écrire ses objectifs. Moi, tous les mois, je viens réécrire mes objectifs. Voilà, et effectivement, quand vous demandez, en fait, voilà, simplement demandez à la vie les choses, sinon elle ne va pas vous les apporter, tu vois. Et écrire, ça permet de vous poser sur vos priorités et sur ce dont vous avez envie. Donc ouais, c'est cool que tu donnes ce petit conseil-là. Et justement, ma dernière question, ça va être, quel est le rêve que tu vas réaliser dans les 5 prochaines années? Quel est ton rêve que tu vas réaliser dans les 5 prochaines années? Bah, c'est sûr, un des rêves pour un joueur de tournoi pro, c'est de gagner un titre majeur, quoi, de gagner un trophée, que ce soit un WSOP, un EPT, un gros tournoi quoi, prestigieux. Donc ça, c'est un des rêves de ma carrière poker, clairement, que j'ai pas encore atteint. Et puis aussi, réunir une somme d'argent qui me permet ensuite de prendre ma retraite si j'ai envie, quoi. Donc, c'est ça, c'est des rêves en termes poker. Après, j'ai d'autres rêves, entre guillemets, ou objectifs, c'est que j'adore apprendre des langues étrangères, donc j'aimerais bien, dans 5 ans, parler une autre langue. Quoi comme langue? Ça, eh ben, j'aimerais bien italien ou russe. Italien, c'est facile à apprendre. Ouais, je pense qu'il y en a une sur les deux qui est un petit peu plus facile. Mais le russe, j'avoue, ça doit être super cool d'apprendre le russe. Ne serait-ce de pouvoir Ouais, d'aller là-bas et voilà, de pouvoir te balader tranquille et pouvoir communiquer avec les gens, découvrir une autre culture et tout. L'italien, ouais, ou pareil, un allemand petit peu aussi. plus. Ouais, alors allemand, Ouais. oui, bah, bon courage.
Je ne sais pas du coup les lequel est le plus ouais. difficile entre le russe et l'allemand, mais Là, ça doit être à peu près pareil. Mais les Allemands, c'est eux les boss du game au poker. Donc, peut-être qu'il faut se mettre à parler allemand pour devenir meilleur d'un coup, je sais pas. peut-être. Ou alors fonctionner en miroir avec des joueurs allemands. Bah, ça aussi, je l'ai fait beaucoup. Hein. Je l'ai C'est fait vrai? avec, clairement, avec Ben Sibyl, un joueur pro allemand qui a lancé une plateforme de coaching qui s'appelle Raise Your Edge. Et quand je l'ai découvert et j'ai vu sa masterclass, ben, j'ai commencé à appliquer tout ce qu'il raconte et de fonctionner. Je me suis dit, les Allemands, c'est eux qui réussissent le mieux. Qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai fait tout pareil. J'essaye de faire tout ce qu'ils font pareil. Ouais, super. Moi, je pense que c'est... Fonctionner Ouais. comme les Allemands. Ouais, non, mais c'est un super conseil de fonctionner en miroir comme ça, d'observer, d'aller observer chez les gens les qualités qu'ils ont et donc du coup que vous pourriez vous avoir en fait. Les capacités que vous pouvez améliorer ou que vous pouvez essayer d'obtenir, d'atteindre. Donc ouais, c'est cool. Bah, écoute, je te remercie vraiment pour cet échange, d'avoir partagé toutes ces Avec plaisir. informations avec nous. C'était super cool. Et puis bah, du coup, je te souhaite, il y a les Winamax Series là qui arrivent. Donc Yes, ça commence demain. une quinzaine de jours d'énergie et de Yes. performance. Ouais, je te souhaite le meilleur du coup pour ces 2 semaines à venir. Eh Merci. ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Salut. à toi et À merci de bientôt. m'avoir invité. Puis à bientôt. Avec plaisir.